Est-ce que les bonnes idées naissent aussi dans les noyaux? Ah bon, c'est pas dans les choux. Non, ce serait peut-être dans les noyaux. Ah bon, choux, genoux, poux, noyaux. Ah oui, noyaux. Ok. Noyaux de cerise, noyaux de... Et l'hibou. Non, noyau Unix. Ah, Ah. oui, c'est bien aussi. Ah, c'est bien aussi, tu vois, les bonnes idées arrivent. Bonjour MMOman, bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, vous avez entendu MMU, mais il y a aussi Roudoudou, Flo et Medbel. Bonjour l'équipe. Bonjour les Hello. auditeurs et les auditrices. Bonjour l'équipe. Bonjour Cécile. Eh bien, Unix, Roudoudou, ça te dit quelque chose? Ah, la lessive. On va faire une petite chronique. On va laver notre linge sale en famille. Et ouais, c'est ça. Il y a une lessive qui s'appelle Unix aussi. Mais je pense que ça doit Ah. pas être ça le Comme sujet. Mais rien, Unix comme les 5 doigts de la main. Ah oui. Oh oui, mais soyons solidaires. Mais avant, un peu d'actu? L'aspiraguerie. Ah, c'est ça. Allez Flo, Oui. on t'écoute. Software Heritage fête ses 10 ans. Une interview de Bastien Guéry nous explique ce projet de préservation du patrimoine applicatif. Sortie de Winner version Wine. Moi je dis wine, Ouais. comme le vin. Ouais. C'est pareil. Wine. C'est du vin. Parmi les nouveautés, il peut faire tourner les applis 32 bits. Mais si l'OS Hôte ne supporte plus les 32 bits, avec un seul chargeur, plus besoin de Win64, et peut même lancer les applications 16 bits. Il implante enfin un T-Sync qui émule les primitives de synchronisation de Windows directement depuis le noyau Linux, donne de bien meilleures performances qu'en le simulant en espace utilisateur. Wine rattrape donc l'avance qu'avait pris Proton. Il faut peut-être encore charger le module par mode prod suivant votre distribution. À consommer avec modération. C'est sûr. Oui. Et Les- enfin, L'État veut renforcer ses outils collaboratifs souverains du ministère des Armées. La DINUM et les acteurs du numérique de défense se sont engagés pour déployer et adapter les outils de la suite aux besoins des armées dans un contexte de renforcement de la souveraineté numérique. Ah ouais. Hein, et puis, oui. Et l'open bar Microsoft, ça finit quand? Bah je sais pas. Ah, je pensais que c'est toi qui le disais. Ah oui. Non mais. J'ai arrêté de poser la question, moi. oui. Et pourtant, ce serait vraiment très utile d'avoir un peu de souveraineté numérique dans notre monde. Bah oui. Ah, eh bien, je crois que c'est tout pour l'actualité. Oui. J'ai oublié d'éteindre mon haut-parleur. Ah, c'est pour ça fait bzzz. C'est un peu ça, je crois. On écoute. Il faut une- vraiment qu'on fasse une checklist. Hein. Moi, Mais j'ai oui. mis en mode avion, mais. Mais oui. Ah oui, tiens, téléphone. Ah voilà. On va tout couper. Donc, Allez. chers auditeurs, bah, ça pensez Je à ne passer capte en mode pas. avion, s'il vous plaît, pour que vous écoutez. Bon. Hein ah non, c'est que nous. Il y en a Ok. certains qui sont pas concernés, pas qui captent pas dans le studio. hein. Ah oui. Non, Bon. mais même, justement, c'est pire. Parce qu'il essaie de... Une petite chiptune. Ah oui, on écoute ça Ouais. et après on se retrouve pour notre sujet du jour avec Rodoudou et Unix. À tout de suite.
Beacon of Hope de Maze, de Desire. Mais c'est bien sympa ça. Et la démo aussi est chouette. La démo est chouette, oui. J'ai pas vu. Eh bien, c'est une démo, je crois qu'elle dure 11 minutes d'ailleurs. C'est une démo qui a été classée première à la GERP 2026. Eh tiens, une démo partie belge, Maître Belle. Sur Amiga OCS. Wow. Comme quoi, hein. Ouais, puis il y a le lien vers Poète Exact. sur le Les blog. Belges, ils font des démos et des frites. Bah Aussi. oui. Eh bien, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Eh bien, on est écoutable bien sur Radio Méga, là où on enregistre notre émission, mais également sur Cactus, sur Westrack et aussi sur Radio Primitif à C'est vrai, Reims. ça y est. Ah, Ouais. ah, oh là là. Eh oui, on nous écoute de partout en France. On est partout. On est Oui, partout. même en podcast sur Comment on underscore.radio.fm. C'est la magie de l'Internet. Ah oui, bah oui. c'est Eh vrai. oui, c'est ça. Eh bien, Roudoudou, on t'écoute pour ton sujet du jour. Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique geek hors série. Aujourd'hui, on va parler d'Unix, de Linux et de plein d'autres choses. Alors, la première fois que j'entends parler de Linux fut lors de nos soirées réseau Electron BBS. Hervé, alors on est en 93-14. Hein. Hervé nous parle de cet Unix gratuit qui est compatible POSIX et qui fait déjà presque tout comme un grand. C'est encore très rock'n'roll, mais il semblait déjà super intéressé. Je n'avais aucune idée de ce qu'était Linux et je n'étais pas convaincu de ses avantages réels. Après tout, avec le DPMI, on avait déjà nos programmes en 32 bits et de la mémoire virtuelle sous MS-DOS. Qu'est-ce qu'on pouvait vouloir de plus ? Je n'étais pas convaincu du fameux multitâche préemptif non plus. Quand on n'a qu'un seul processeur, ça reste de toute façon triché. Les années passent et je découvre Unix AIX, celui d'IBM, à l'université. Et j'ai toujours autant de mal à voir la différence avec MS-DOS. Il y a bien le multitâche et la gestion de plusieurs processeurs, mais j'avais ça aussi sur mon PC. Le multitâche préemptif était accessible sous DOS et même Windows 3.11 grâce à l'ajout de pilotes additionnels. Rendez-vous compte, on pouvait enfin faire quelque chose d'autre pendant la copie d'une disquette sur le disque dur. Ce qui d'ailleurs se faisait déjà sur Atari ou Amiga avec le même procédé, une bête utilisation des DMA, donc rien à voir vraiment avec le multitâche. Reste qu'à cette époque, on avait de toute façon un seul écran et souvent à peine assez de mémoire pour faire fonctionner le programme en cours. Par contre, sur le mini-ordinateur de l'université, pour rappel, mini c'est plus grand que micro. Hein. Cet ordinateur était grand comme un frigo américain. Hein. Donc on avait un multitâche balèze. Même s'il était assisté par tous les terminaux qui s'occupaient de l'affichage, de l'interface avec l'utilisateur, oui, là c'était bluffant, une centaine d'élèves à utiliser la même machine en même temps. Mais vous étiez sur des terminaux du coup ? Oui, mais le terminal ne s'occupe que de l'affichage et d'envoyer tes entrées clavier à l'ordi. Il y a vraiment un seul ordinateur. C'est pas le terminal qui exécute le programme. Non, on est d'accord. Mais ce que tu veux dire, c'est qu'ils n'étaient pas tous autour du frigo. Non. Avec une bière ? Non. Ouais. Non, Et donc je voyais que c'était bluffant parce qu'on était donc une centaine en même temps sur l'ordinateur, mais tel qu'on nous l'avait présenté en cours de programmation, ça ne me semblait pas génial non plus. On nous avait enseigné le fork, qui consiste à dupliquer un programme en mémoire, ce qui était ultra gourmand en ressources, et l'interaction était elle aussi limitée. On n'avait pas vraiment moyen d'exploiter plusieurs processeurs au sein d'un même programme afin de distribuer les calculs. Le fork réalise une copie complète du programme qu'il initie, puis lui donne un nouvel ID. Chaque processus a son propre nom sous forme de numéro. Je ne suis pas un numéro. Et on a donc un programme père et un programme fils. Et la seule différence entre les deux, c'est ce numéro. Donc en fait, ce sont plutôt des clones, plutôt que père-fils. Et comme le clonage est très coûteux, on s'en servait pour des très gros calculs. Les processus pouvaient discuter entre eux très sommairement avec des signaux et des fonctions pour s'attendre. Mais il n'existait pas encore toute la panoplie propre au thread. En tout cas, on ne nous en a pas parlé. Il y avait déjà les IPC Système 5, là, SHM, ATTH, machin, tout ça. Alors, c'est bien tordu quand même. Les threads apparaissent en 95. Autant dire qu'à part ceux dans le secret des dieux, on n'était pas au courant que ça existait et les profs encore moins. Ça, par contre, c'était très puissant, mais je ne le découvrirai que bien plus tard.
En attendant, on utilisait la lourdeur du fork pour faire des blagues à l'université. On lançait un programme qui allouait plein de mémoire et réalisait des opérations dedans et se multipliait. Et on avait dans un coin un moniteur de ressources qui donnait l'occupation de la machine centrale. Et on regardait la motte de beurre se former sur le graphique pendant qu'une clameur venait de toutes les salles à base de « Oh non, c'est encore planté !» Il fallait rapidement tuer les processus pour ne pas se faire attraper par l'administrateur système. Nous avions sobrement appelé ce programme bateau parce que ça faisait ramer. Voilà. Oui, Ah, ils ont de l'humour. Hein. Ah ouais, on faisait des blagues. Hein. Alors chez Intel, on commence à voir apparaître depuis le Pentium Pro des cartes mères à 2 processeurs. Là, je vais parler de grand public étendu. Hein. Il y avait déjà ça dans justement les mini ordinateurs avaient déjà plusieurs processeurs. Ouais. Oui, parce que non seulement faut une blinde de mémoire pour profiter du multitâche, mais si on veut faire du vrai multitâche performant, c'est mieux d'avoir 2 processeurs. Et combien ça coûte tout ça ? Une raison de plus pour moi d'avoir attendu jusqu'au premier processeur multicœur d'Intel, les Core 2 Duo. Clairement. Il y avait la BP6 où tu pouvais mettre 2 Celeron. Il ramait 2 fois. Quoi. Déjà, les Celeron, c'était pas les meilleurs. J'en ai une. Hein. On avait fait une émission d'ailleurs sur la Oui, BP6. c'est vrai. Donc clairement, les cartes mères Bipentium Pro étaient réservées aux entreprises. Ces processeurs étaient des Rolls, il y avait de l'or partout, il y avait un cache de second niveau qui était intégré. Et là encore, c'était une rareté à l'époque. Je ne sais même pas si Windows NT pouvait fonctionner dessus correctement. J'avais utilisé ce genre de machine au début des années 2000 et c'était un Unix qui était dessus. De mémoire encore un AIX de chez IBM. Au long de ma carrière, je ne commence à voir apparaître l'utilisation du multicœur que vers la fin des années 2000. Un spécialiste avait été dépêché pour paralléliser un code critique. Vous vous rappelez l'histoire des 2000 magasins qui renvoient 30 000 références à commander dans l'heure Ah oui, c'était il y a quelques semaines. C'était pour ça. Donc je crois avoir un peu pleuré devant l'optimisation à base de fork. Ah bon, ça fonctionnait, hein, mais bon, 15 ans après la création des threads, ça faisait mal au cœur de voir un fork dans un programme. Heureusement que les machines avaient bien évolué et qu'on était dans des quantités de mémoire qui se comptaient en gigaoctets, mais je me méfiais un peu de tout ça. J'avais vu quelques années auparavant une grosse refonte logicielle passant d'un code rustique et optimisé sur une toute petite machine Pentium Pro à du code Java. Ah, Java. Sur 7 serveurs monstrueux bourrés de mémoire, des processeurs ultra balèzes. Rien n'y avait fait. Le passage au Java avait complètement détruit les performances. Ah oui, vraiment. Java, surtout... Non, n'y allez pas. Non, mais Java, ça peut être très bien en fait. Ouais, mais Java, ça va pas. C'est lourd. Puis là, je parle de la fin des années 2000, donc il n'y avait pas encore toute la panoplie de librairies Java pour faire du thread correctement. Bon, qu'importe. Je crois que c'est cette vision du fork qui m'avait fait une piqûre de rappel sur le multitâche et qui m'avait motivé à upgrader mon Pentium 4 en Core 2 Duo. À moi les joies du multitâche. Comme je le disais à la fin d'une précédente chronique, j'installe Linux sur cette nouvelle machine et je commence à virtualiser Windows pour continuer à utiliser Photoshop. C'est bien agréable d'avoir ces machines virtuelles, surtout Windows. On peut surfer sur Internet depuis Linux et la machine virtuelle, elle est cloisonnée, coupée du réseau. Ne fait tourner que Photoshop et je récupère mes photos grâce à mon répertoire partagé entre la machine virtuelle et l'autre. Je n'étais même plus obligé de mettre Windows à jour ou de le vérifier contre les virus. Il était coupé du monde, donc parfaitement immunisé. L'autre avantage de Linux, et pas des moindres, c'est que la plupart des grosses distributions de l'époque étaient livrées avec le compilateur C installé et gratuit comme le reste. Même si Linux s'était démocratisé avec des distributions jolies, ergonomiques, on sentait que tout était fait pour plaire aux programmeurs et surtout aux programmeurs C. Quelques temps plus tard, un copain d'exploration urbaine me demande si je connais des démo makers. Tu sais à qui tu parles Le démo making, c'est moi Pardon, je m'égare. Dis toujours, je vais voir si je peux t'aider. Hein. C'est que je n'ai toujours pas touché à la programmation des cartes 3D. J'ai aucune idée de ce qu'on utilise en ce moment pour faire des démos. Est-ce que j'allais pouvoir l'aider ? Lucas fait beaucoup de photographie, on s'est connus sur un toit parisien, je crois que c'était celui du Grand Palais. Salut, qu'est-ce que tu fais là ? Quand il y avait des travaux de réfection, on avait passé la nuit là-haut. Et toujours amateur de photographie, il voulait monter un projet interactif pour exposer ses photos. Génial.
Le concept est assez simple, des corps nus, tous photographiés sous le même angle, charge au programme de mélanger les corps pour créer des chimères humaines. Un peu comme les livres. Il avait sacrément bossé son projet. En plus de la centaine de modèles, il avait rédigé un poème pour chaque corps. Il fallait donc créer le visuel, mélanger les vers des poèmes pour associer à chaque création une poésie unique, mélangeant les vers respectifs de chaque morceau de corps. 100 corps mélangés en 9 tranches nous donnaient un nombre imprononçable de combinaisons, environ 967 milliards de combinaisons. Je vous passe les petits chiffres. C'est là où tu optimises les choses. Ah bah oui. En tout cas, on est au-delà de la démo là. Il veut une interactivité avec les visiteurs et il veut que ce soit projeté dans une très haute résolution. Il va falloir sacrément optimiser. Quand je vous dis qu'on y revient toujours, les optimisations. Je bachote alors tout ce que je trouve sur les threads. Et qu'est-ce que c'est que ça, les threads ? Pour faire du multitâche, je vous disais, le fork est rudimentaire et aussi peu pratique que performant. Les threads permettent d'utiliser plusieurs processus au sein d'un même programme sans le cloner. Seul le code et la pile sont clonés. L'ensemble des variables globales ou dynamiques du programme reste en commun et est partagé entre les threads. C'est là que ça devient rigolo, car si on veut travailler sur un tableau, il est possible que 2 threads sur 2 processeurs différents puissent lire la même zone. Par contre, quand il s'agit d'écrire, ça se complique et des conflits peuvent apparaître. Quel processeur aurait la priorité à l'écriture ? Bon, de toute façon, ce sont des mauvaises pratiques, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Si. Le thread est donc plus rapide à initialiser et comme les threads travaillent sur la même mémoire, il n'y a en gros qu'à borner la zone de travail de chaque thread. Le premier s'occupera du début du tableau, le deuxième de la fin. Et pour dialoguer entre eux, les threads ont à disposition tout un arsenal de fonctions pour communiquer, des mutex, des sémaphores, des verrouillages et aussi des bonnes pratiques. Les primitives de synchronisation. Les threads sont lancés par le programme principal qui continue de tourner dans son coin. On peut donc créer des threads pour faire tout et n'importe quoi. Le programme principal vaque à ses occupations et il revient voir si les threads ont terminé. Et quand ils ont terminé, il peut utiliser le résultat à sa guise. C'est les grandes lignes. Donc pour réaliser le programme de Lucas, les threads vont me sauver. En effet, je n'ai ni plus ni moins besoin que d'une sorte de Photoshop, mais rapide, et que je puisse utiliser depuis mon programme principal. Je commence alors à écrire des fonctions multithreadées. Il m'en faut pour découper, copier, tourner, déformer des morceaux d'images. Ensuite, en définissant les zones sur chaque corps à l'avance, on saura comment déformer chaque morceau de corps pour les adapter les uns aux autres. Pour la partie son, Lucas me fournira 1 millier de fichiers audio correspondant aux milliers de vers des poésies. Confidentialité oblige, les données de la démo seront chiffrées afin qu'il ne soit pas possible, facilement puisqu'évidemment rien n'est impossible, de reconstruire les corps. On n'est pas à l'époque de l'IA qui reconstruit des corps qui n'existent pas. J'ajoute des règles de gestion dans la génération des corps pour que 2 morceaux consécutifs ne fassent pas partie de la même personne et que le sexe affiché ne soit jamais celui du visage. Et en fait, en écrivant ça, je pense à la réflexion que c'était une faille de sécurité puisque si on enregistre un certain nombre de photos, on peut faire via exclusion, on peut retrouver cette partie. Pour l'interaction, on ajoutera un pavé numérique déporté en USB, l'ordinateur gérant la performance étant logé à l'intérieur d'une borne en bois avec le vidéoprojecteur. Et ça, c'était du show! Une fois qu'on goûte un peu à la programmation multicœur, c'est assez enivrant. Avec 2 cœurs, on double les performances. Avec 4 cœurs, on arrive quasiment à quadrupler. Et si on ajoute l'utilisation d'instructions vectorielles type MMX, SSE, AVX, les instructions vectorielles. J'ai oublié de parler des instructions vectorielles. Avant de multiplier les cœurs, des instructions de travail en groupe, c'est ça que ça veut dire, avaient été ajoutées au processeur. D'abord le MMX sur les Pentium, ensuite le Tradenow sur AMD, qu'Intel n'a pas suivi et les fabricants ont fini par s'entendre sur un jeu d'instructions commun, le SSE puis l'AVX. Dans le même temps, alors un peu après le MMX, il y avait l'Altivec chez PowerPC et les Macintosh. Sous ces dénominations repose un même principe, utiliser des registres très larges, d'abord 64 bits, puis 128 bits et même maintenant 512 bits. Ces registres sont découpés de façon logique en sous-registres. Ainsi, si on a un tableau de valeurs 16 bits, on peut charger 32 valeurs dans un seul registre AVX 512. Et là où ça devient sympathique, c'est qu'on peut réaliser tout un tas d'opérations en groupant ces registres logiques.
Vous réalisez une multiplication, ce sont 32 valeurs multipliées d'un coup par 32 autres. Et ça va 32 fois plus vite que faire la même opération de façon atomique. Et là, je reviens sur la programmation multicœur. Imaginez maintenant que vous avez un processeur à 16 cœurs qui exécute de l'AVX 512 en 16 bits. Vous avez multiplié la vitesse de traitement par 512. Alors aujourd'hui, les cartes graphiques vont encore plus loin et permettent de paralléliser des opérations sur 2000, 3000 valeurs pour les plus grosses cartes. La puissance de calcul disponible dans nos ordinateurs et même un simple téléphone est aujourd'hui vraiment titanesque. Raison de plus de s'énerver quand votre système d'exploitation peine à ouvrir une simple fenêtre pour afficher une pauvre page web. Ça donne peut-être une idée de tous les calculs qu'il est en train de réaliser afin de voler vos données personnelles. Utilisez Linux. Alors après, C'est quoi ce message subliminal? Malheureusement, si tout était parallélisable, ça irait beaucoup plus vite, mais il y a des trucs qu'on peut pas paralléliser. Mais... Ce n'est pas un hasard si Microsoft a très longtemps utilisé Linux pour ses propres serveurs. C'est vrai ça? Oui, oui. GNU aussi, on utilise Linux. GNU aussi. On s'est moqué de longtemps. N'empêche qu'ils ont continué à utiliser Linux longtemps. Ce n'est que récemment qu'une partie de leurs serveurs utilise enfin Windows Server. Lol. Windows Server qui existe depuis plus de 30 ans. C'était NT au début. Sauf que l'OS était incapable de rester actif plus de quelques semaines. Il plantait systématiquement à cause d'une histoire d'horloge qui repassait à 0. Ceci explique la crainte des clients lors du passage à l'an 2000. À côté de ça, les serveurs Unix avaient coutume de rester allumés des années. Mon uptime. Les redémarrages étaient rarissimes. Et je me souviens qu'un serveur du site fnac.com n'avait pas été redémarré depuis 2 ans et la production se demandait si tout se passerait bien au redémarrage. Parce qu'on savait que la machine allait redémarrer. Ce qu'on ne savait pas, c'est si le script de démarrage contenait bien tous les programmes à lancer pour faire fonctionner la prod. Il était probable que certains outils aient été lancés à la main 2 ans auparavant et qu'il faudrait faire de même. Oh, la transpi. Tu te rappelles, toi, il y a 2 ans ? Non. Voilà, d'où l'importance de noter les choses et les réaliser rapidement. On n'était pas sur le même genre de problématique que Windows. C'était fiable et robuste. Il ne manquait rien à Linux, à part les jeux vidéo. C'était sans compter sur Steam et l'attrait grandissant des éditeurs, mais ceci est une autre histoire. Et Wine aussi, dont on a parlé. Et voilà. Comme quoi, Eh bien, merci Roudoudou pour cette magnifique chronique parlant de Unix, Linux et de toutes tes aventures à travers ce prisme. On écoute une chiptune et on se retrouve tout de suite pour l'agenda. À tout de suite. Are You Jerpy? Donc c'était une musique de Bartek Cassiopeia, une musique qui a été produite pour la GERP 2026. Encore une contribution chez les Belges. Et oui, c'était encore une musique sur Amiga, je crois. On passe à l'agenda? Ah bah oui, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, alors qu'est-ce qu'on a? Travailleur du clic, l'envers invisible de la modération, échange avec Antonio Casilli.
Antonio Casilli, sociologue et expert reconnu du digital labor, partagera ses travaux sur cette facette, cette face cachée du numérique et de la réalité du métier de modérateur de contenu. Et c'est pas joli, on en a déjà parlé. Donc c'est sur inscription le 3 février de 12h30 à 13h30 en ligne. Décryptinov 2, l'IA non générative, rendez-vous mensuel pour décrypter les tendances de l'innovation. Objectif, vous repartez avec quelque chose que vous avez réellement compris. Méthodo, on parle des idées reçues, on clarifie, on échange et on comprend. Thématique de cette édition, l'IA non générative, c'est sur inscription. Le 6 février de 13h à 14h au Moulin Digital, espace de coworking et conseil numérique à Alixan. Amigabouf, oui, premier Amigabouf pour 2026 pour AAA. Donc venez avec votre ordinosaure et cette réunion se terminera par un repas. Donc c'est payant sur inscription le 7 février, c'est un samedi, à partir de 14h à la salle des fêtes de Clérieux. Du lien et des liens, mais qu'est-ce que tu nous as trouvé là ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors plusieurs listes collaboratives d'API publiques pour développeurs. Donc si vous cherchez un moyen de vous connecter à un truc, peut-être qu'il y a des infos. Et puis alors plusieurs trucs pour jouer. Une mise à jour de l'émulateur PCSX2 ouvre accès à 99,5%, voilà, ça fait beaucoup, du catalogue de la PlayStation 2 sur ordinateur. Ah, c'est énorme ça. Cette solution légale sous condition, il faut quand même trouver les jeux, permet de rejouer à ces classiques avec des graphismes améliorés. Voilà. Les trouver ou les retrouver parce qu'ils sont cachés dans un carton. Après, chacun son déménagement. Free in the Dark, un portage GPL 2 de Alone in the Dark 1, 2 et 3. Ça peut être marrant. Et enfin, Supra Pac-Man, un plugin pour jouer à Pac-Man dans l'éditeur Vim. Comme quoi, on s'ennuie pas chez les Linuxiens. Voilà, on peut jouer à Pac-Man même dans le terminal. Donc ne vous le plaignez pas ensuite de devoir consulter le docteur dans Emacs. Waouh! Eh bien, tous les liens, on les retrouve sur notre blog underscore.radio.fr. Eh ben oui. Oh, je vois que ça frôle la boule astrologique. Old School, AIX, c'est l'ex-Unix d'IBM. Ah, ils ont divorcé? Ouais, parce qu'il y en a qui disent ex, donc c'est pour ça. Je l'aurais pas. Ah, alors, Technocritique. J'abandonne sur une chaise ce DVD coquin. Les platines le refusent d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle le lise enfin. Je souffle sur la poussière de la lentille. Ce soir, je ne les reflasherai pas. Le firmware est à jour. Je casserai moi-même ce vilain DRM. C'est pourquoi je voudrais, enfin, si vous permettez, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Nerd. On aimerait avoir la suite. Et qu'on aurait toute une tartine. J'arriverai peut-être à en faire une entière un jour, qui sait. Nerd, les lasagnes sont devenues le type de pâte dominant dans les années 80 car on pouvait les faxer. Ah, il y a un petit lien à voir. Ouais. Oui, elle est pas de moi. Demo Maker, excusez-moi pour ce rotozoom, j'ai mangé trop de pixels. Procrastinateur, mieux que le mode sombre, le mode sombrero. Vibe Coder, c'est vraiment un contenu sloporifique. Voilà. Oh là là, mais on termine sur une belle note. Ouais, c'est pour la sieste, voilà. Mais oui, mais revenons sur le sujet de Roudoudou. Il ne faut pas oublier que avec tous ces processeurs avec beaucoup de cœur, mais pourtant il ne faut pas beaucoup de cœur pour voler toutes nos données. Hein. On est d'accord? Ma foi. Non, ça suffit. Ah bah Tous en cœur, oui. Oui. Eh bien, amis auditeurs, c'est la fin de notre émission. Et oui, on arrive à la fin, mais on se retrouve la semaine prochaine pour la même heure. On a déjà un sujet, je crois, en plus. Oui, on parlera de quelque chose... Alors, je vous donne un indice. Falaise. En anglais, ça donne quoi? Ah. C'est un beau cliffhanger. Exactement, Talo. Eh bien, voilà. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Bonjour Mimane, bonjour Loulou, bonjour Nathalie, bonjour Flo.